Bonjour, voici la vidéo numéro 6 qui traite des stratégies pharmacologiques pour la prise en charge de l'agitation, et nous allons passer en revue quelques recommandations générales et nos objectifs de traitement de destination que nous avons pour intervenir auprès des patients agités. Donc, premièrement, il faut reconnaître que lorsque nous administrons des médicaments à une personne agitée, en particulier lorsque nous utilisons des médicaments par voie parentérale, il ne s'agit pas de contention chimique. Beaucoup de nos collègues, et en particulier les médecins et les prestataires travaillant dans les services d'urgence, pensent trop souvent qu'à chaque fois que l'on administre un médicament psychiatrique injectable, il s'agit d'une contention chimique. Il faut savoir que la commission mixte définit les contentions chimiques comme suit. Un médicament utilisé pour une affection pour laquelle il n'est pas indiqué, dans le seul but de restreindre la liberté de mouvement d'une personne ou pour des raisons de commodité pour le personnel. Cela ne semble pas très bon, n'est-ce pas? Parce que l'expression clé est « pour une condition » et qu'elle n'est pas indiquée pour. Lorsque l'on traite l'agitation, il ne s'agit pas d'une contention chimique. Nous devrions supprimer ce terme parce qu'il est un peu péjoratif. Et lorsque nous pensons à la stigmatisation de la maladie mentale, combien de pathologies disons-nous qu'il faut aussi donner des produits chimiques à cette personne? Nous ne traitons pas chimiquement un patient diabétique. Nous ne traitons pas chimiquement une personne souffrant d'asthme. Nous leur donnons des médicaments. Eh bien, nous donnons également des médicaments aux personnes souffrant d'agitation, et c'est ainsi qu'il faut voir les choses. Nous traitons un état d'agitation. Nous ne contraignons personne par des moyens chimiques. Et nous devons éliminer cette notion de notre lexique et ne plus l'utiliser. Nous savons que les médicaments que nous utilisons pour traiter l'agitation sont approuvés par la FDA pour le traitement de l'agitation. Les autres médicaments que nous utilisons peuvent ne pas être spécifiquement approuvés par la FDA, mais il existe des normes communautaires selon lesquelles ils sont utilisés pour ces conditions depuis des années et des années. Cela élimine donc automatiquement la définition selon laquelle il s'agit d'un médicament utilisé en dehors de son indication. En même temps, lorsque nous traitons l'agitation, nous devrions commencer par des approches non pharmacologiques comme la désescalade verbale, les techniques d'apaisement, le placement des personnes dans des zones à faible stimulation. Ensuite, nous utilisons des médicaments. Un autre point essentiel est que les patients doivent être impliqués dans le processus de détermination du médicament qu'ils doivent prendre lorsqu'ils sont agités. Rappelez-vous que la personne agitée moyenne n'est pas incohérente. Elle est simplement agitée. Ils peuvent donc répondre à des questions et vous pouvez leur demander s'ils accepteraient de prendre des médicaments par voie orale au lieu d'être obligés de faire une piqûre, ce qui peut s'avérer très, très utile. Beaucoup d'entre eux peuvent vous dire quels médicaments leur sont utiles à ce stade, car la situation est généralement très pénible pour eux et ils préfèrent ne pas être agités. Cela vaut toujours la peine, si possible, de demander à quelqu'un s'il existe un médicament qui vous aide dans la situation actuelle. Vous pourriez être surpris de la façon dont les gens réagissent. Ainsi, lorsque nous pensons aux médicaments contre l'agitation en général, quels sont nos objectifs? Qu'essayons-nous de faire lorsque nous traitons l'agitation? Premièrement, et c'est presque évident, nous voulons réduire le niveau d'agitation, réduire les comportements dangereux, la détresse, l'angoisse que l'agitation provoque, réduire les pensées qui s'emballent, l'hyperactivité, aider les gens à se sentir détendus, plus calmes, à mieux contrôler la situation. Nous voulons cependant faire en sorte qu'il y ait le moins d'effets secondaires possible, comme c'est le cas avec n'importe quel médicament. Et n'oublions pas que notre objectif est que les gens se calment, pas qu'ils soient inconscients. C'est une grande différence. Beaucoup de gens pensent que lorsqu'une personne est très agitée, notre objectif est de voir jusqu'à quel point nous pouvons la sédater, mais ce n'est pas très utile. Notre objectif est de calmer les gens, pas de les assommer, de les calmer jusqu'à la tranquillité, pas jusqu'à l'inconscience. Faites-le de manière à ne pas avoir à recourir à la contention physique, mais à créer une alliance thérapeutique avec votre patient. Ce faisant, on peut espérer que cela aidera les gens à ne pas se retrouver à nouveau dans ces situations d'urgence. Ce que vous voyez maintenant est un diagramme d'algorithme qui a été créé dans le cadre du projet BETA, Best Practice in Evaluation and Treatment of Agitation. Considération des médicaments pour le traitement pharmacologique de l'agitation. Il date d'une dizaine d'années maintenant, mais il est étonnamment toujours contemporain et d'actualité. En fait, nous voulons vraiment proposer des médicaments par voie orale aux personnes atteintes de toutes ces maladies avant de recourir à des médicaments par voie parentérale. Certains diront que oui, mais que les médicaments administrés par voie parentérale agissent plus rapidement. Eh bien, ce n'est pas le cas dans toutes les situations. En fait, le lorazépam administré par voie orale et le lorazépam administré par voie IM ont à peu près le même temps d'action. Mais même dans ces situations, comme dans le cas de nombreux antipsychotiques dont l'action est plus rapide en cas d'administration intramusculaire qu'en cas d'administration orale, la différence n'est parfois que de l'ordre de quelques minutes. Et le temps qu'il faut pour tout mettre en œuvre, comme réunir l'équipe, aspirer les médicaments dans la seringue,
tout ce qui est lié à l'administration d'un médicament par voie intramusculaire, cela prend beaucoup de temps. Et si vous obtenez de quelqu'un qu'il accepte de prendre un médicament par voie orale en quelques minutes, il peut déjà être en bonne voie de contrôler son agitation, alors que si vous pensez que votre seule alternative est la voie IM, vous devrez encore travailler sur l'aspiration du médicament dans la seringue. Et comme je l'ai déjà dit, personne n'a jamais été piqué par une aiguille en proposant des médicaments oraux. Les médicaments ne sont donc pas des contentions chimiques, mais des agents appropriés choisis pour traiter l'état pathologique de l'agitation aiguë. Dans de nombreux cas, il s'agit de traitements de l'agitation approuvés par la FDA ou de traitements de l'agitation répondant aux normes communautaires. L'objectif des médicaments, dans le cas de l'agitation, est de calmer les gens, de les rendre tranquilles, et non pas de voir jusqu'à quel point on peut les endormir. Et si vous travaillez dans un contexte d'urgence, vous disposez d'un espace-temps limité pour traiter les personnes que vous voyez. Vous n'avez pas le luxe d'assommer quelqu'un pendant 16 heures, car cela empêche d'autres personnes d'obtenir de l'aide, et vous n'aidez pas la personne qui est inconsciente de toute façon. Il est donc beaucoup plus éthique, humain et bénéfique pour nos patients de traiter avec l'objectif du calme, ce qui profitera également à l'ensemble du système d'urgence. Enfin, n'oubliez pas que l'offre de médicaments n'est pas un élément distinct de la désescalade, mais qu'elle en fait partie, et que vous la pratiquez en même temps que vous utilisez les techniques de désescalade. Lorsque vous pouvez amener les gens à accepter volontairement des médicaments, c'est généralement de loin préférable. C'est une victoire. Tout le monde s'en sort. Le risque de violence ou d'agression est bien moindre, et vous aurez bien plus de chances d'amener les gens au niveau de soins suivant que si vous vous contentez de les mettre sous contention physique et de leur administrer des médicaments de force.